Bonjour tout le monde. Contente d'être avec vous ce midi pour ce webinaire dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. On va se laisser une petite minute, quelques secondes là, pour que les autres participants aient le temps de prendre leur lunch peut-être, se joindre à nous avant qu'on commence de manière plus officielle. Mais bienvenue avec nous. Bonjour à ceux qui se joignent. On commence dans quelques instants. Alors, écoutez, on va démarrer pour les gens qui étaient connectés à l'heure sans plus attendre. Alors, je me présente, je suis Corinne Vachon-Croteau, la directrice générale du réseau pour un Québec Famille. Puis c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour un webinaire dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Avant de vous présenter nos invités, je vais juste prendre un petit instant pour vous parler brièvement du Réseau pour un Québec Famille, se mettre un peu en contexte avant de démarrer. Le Réseau pour un Québec Famille, peut-être que vous ne nous connaissez pas. Alors, on est qui? On est un organisme provincial d'influence, de concertation puis de renforcement de capacité. On est un réseau de réseaux nationaux. Puis notre mission, c'est de contribuer à l'implantation d'actions, de mesures ou de politiques qui vont être en faveur du bien-être et de la qualité de vie de tous les membres de la famille. On déploie également une initiative depuis 2019 qui s'appelle Concilivie. Via Concilivie, on accompagne les employeurs, on les forme également pour mettre des mesures en place pour soutenir la conciliation famille-travail. On a d'ailleurs le SAU Concilivie. Donc, ce sont des entreprises qu'on a reconnues suite à la réalisation d'une démarche de conciliation famille-travail, donc des employeurs qui se démarquent et s'engagent en faveur de la conciliation. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Puis je sais d'ailleurs qu'il y a des détenteurs de SAU en ligne aujourd'hui. Je vous salue. Alors, la Semaine québécoise des familles, cette année, notre thématique porter plusieurs chapeaux, c'est aussi ça, la famille. Vous êtes nombreux à nous avoir dit que vous vous reconnaissiez à travers cette thématique-là. On est très, très contente. C'est la 31e édition de la Semaine québécoise des familles. Je voulais vous partager deux initiatives qui sont encore en cours, qui est le temps pour vous d'y participer. On a d'abord un concours de dessin en collaboration avec l'Association des camps du Québec. Vous nous soumettez les dessins de vos enfants. On a deux modèles disponibles en ligne, puis on va vous mettre le lien dans le clavardage. Puis vous pouvez gagner des prix, des bourses applicables à des séjours en camp certifiés. Donc, vous avez jusqu'au 18 mai pour y participer. Et également, sur notre site Internet, un tirage de cartes annuelles donnant accès aux différents parcs de la CEPAC. Donc, sur notre page Facebook, au Réseau pour un Québec Famille, vous allez avoir accès à toutes ces informations. Alors voilà, mise en contexte terminée. Maintenant, place à nos invités. Je suis très, très contente d'accueillir aujourd'hui des invités qui ont l'habitude de parler de parentalité et de famille. Donc, d'abord, nouveau père, Maxime Pearson et Samuel Tremblay, qui en sont les cofondateurs. Nouveau père, c'est un projet. Oui, allô, je m'excuse, hein, j'étais dans la bio, j'y allais de manière concentrée. Après ça, je vais être avec vous autres. OK. Donc, c'est un projet à travers lequel il valorise l'engagement paternel puis un meilleur partage également des responsabilités familiales dans un angle positif et divertissant. Au fil des ans, ils ont développé des capsules vidéo, ils ont publié le livre Papa, lève-toi, t'es aussi bon que maman, puis un livre pour enfants qui s'appelle Dans ma tête, en plus de prononcer des dizaines de conférences partout à travers le Québec. Maxime, c'est le papa de Victor et de Léandre. C'est un enseignant de formation, puis aujourd'hui entrepreneur. Il habite à Dolbeau-Mistassini avec sa conjointe Marc-Claude. Salut Maxime. Bonjour Corinne. Et Samuel, c'est le papa de Marguerite, Lambert et Joséphine. C'est un ex-journaliste, conseiller politique, puis il est maintenant directeur principal chez TAC, une firme de relations publiques et gouvernementales. Il habite à Québec avec sa conjointe Marie-Noël. Salut Allô. Samuel. Et puis maintenant, Gabrielle, merci d'être avec nous. Gabrielle Caron, qui est humoriste, animatrice
podcasteuse, autrice, maman de 2 enfants et toute autre tâche connexe, bien entendu. Communicatrice naturelle et mordante, elle aborde avec humour les joies et les absurdités de la parentalité, de la vie moderne puis des multiples rôles avec lesquels on tente de jouer. C'est bien ancré dans notre thématique. Elle touche un large public avec ses balados. J'ai fait un humain, parents Wi-Fi. Evelyne et Gabriel font un podcast. Ses chroniques radio. Puis ses projets littéraires, dont Hanté, Villeray et J'ai fait un humain. Gabrielle se distingue aussi comme autrice à la télé, notamment dans les 3 dernières saisons du Grand Rire à Radio-Canada et dans le plus récent Gala des Oliviers, animé par Corinne Côté, avec qui elle collabore depuis plusieurs années. Bonjour Gabrielle. Hello. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce webinaire qui se veut vraiment, j'ai fait une discussion très, très ouverte sur la parentalité, les responsabilités familiales. Donc, c'est ce dont on va discuter ce midi ensemble. Je commencerai par une question en lien avec notre thématique. Comment ça résonne pour vous, porter plusieurs chapeaux? C'est aussi ça, la famille. Peut-être, Gabrielle, je te laisserai commencer. Porter plusieurs chapeaux, ben c'est un peu comme tu disais dans ma description là, et toute autre tâche connexe parce que avoir une famille, c'est pas juste s'occuper de 2 petits humains là, c'est vraiment plus concret que ça. Fait que vraiment l'école, les lunchs, les habits, le parascolaire, les fêtes d'amis, mais parallèlement notre travail, nos contrats, nos amis à nous, nos sorties, nos passe-temps. C'est essayer de combiner, dans le fond, la vie de petits humains qu'on doit gérer, tout en gardant notre vie d'adulte qu'on doit gérer, tant au niveau social que professionnel. Fait qu'il y a du stock dans une semaine, mettons. Les gars, je sais pas si vous êtes à la même place que moi, là. C'est clair. Oui, non, c'est clair que c'est le grand défi, hein, puis ça, dans cette transformation-là du modèle familial en plus, où nécessairement les attentes évoluent, puis les attentes professionnelles, personnelles, toutes les attentes de la société sont tellement grandes que ce vrai défi, il est là, il est de réussir sur plusieurs plans en même temps, puis de retrouver l'équilibre, parce que c'est souvent un jeu de déséquilibre, la famille, plus qu'un jeu d'équilibre, fait que c'est de rembarquer sur le fil de fer le plus vite possible tout le temps. Hein. Vous parlez de plusieurs chapeaux. Là. Moi, souvent, on va sûrement parler beaucoup des défis là, de porter plusieurs chapeaux aujourd'hui, mais j'aime aussi qu'on se rappelle que c'est un privilège là, parce que je me rapporte à nos pères, même à nos mères qui souvent avaient moins la chance de porter plusieurs chapeaux. Il y a beaucoup de papas de l'autre génération qui étaient seulement des pourvoyeurs et un peu moins des papas. Il y a beaucoup des mamans qui étaient exclusivement des mamans pour un certain temps et moins des professionnels. On est comme une des premières générations où souvent les 2 parents portent tous ces chapeaux-là à la fois. Je pense que ça vient avec des défis, des nouvelles réalités qui sont beaucoup plus dures parfois ou qui sont nouvelles. Fait que c'est sûr que c'est très, très, très difficile, mais des fois, quand je reviens de la job le soir, que je suis fatigué, mes enfants se décomposent parce qu'ils sont fatigués aussi, j'essaie de me rappeler que c'est un privilège de vivre cette forme-là. Ben oui, puis tu as raison aussi de dire que c'est un privilège parce qu'on sait aussi que pour certaines familles, c'est un parcours du combattant de devenir parent, qu'il y a beaucoup d'étapes de défis, de l'aide à la procréation médicalement assistée, d'autres qui ont des parcours d'adoption pour finalement réussir à former leur famille, puis on sait que c'est long, que ça demande beaucoup d'énergie. Fait que tu as raison de souligner que c'est un privilège, malgré les défis que ça comporte, de porter plusieurs chapeaux. Puis d'ailleurs, dans nos données qu'on récolte avec Concilivie, c'est quand même 58% des répondants qui sont soit parents ou personnes proches aidantes en emploi qui nous disent qu'ils réussissent à concilier, certes, mais avec un défi et un impact sur leur santé mentale. Ça, c'est quelque chose qui nous a un peu touchés, troublés, voire même parce que, bon, on arrive à concilier, mais il y a un impact qui est quand même tangible pour plusieurs d'entre nous. Maxime, pardon, tantôt tu as commencé à en parler du débalancement, du déséquilibre. À votre avis, qu'est-ce qui est vraiment la cause de ce déséquilibre-là? Ben, c'est clairement multifactoriel. C'est une grande question, mais bon, ben,
je pense que ça vient aussi du fait que c'est un nouveau défi. Tu sais, Samuel l'a souligné, mais on est dans la première génération de parents qui ont autant de travail à concilier avec la famille. Tu sais, jamais les papas et les mamans n'ont fait autant d'heures cumulées au travail. Donc, souvent, j'essaie d'éviter de. Puis quand on discute, il faut éviter de tomber dans la comparaison de génération. Puis, ouais, mais tu sais, t'es fatigué, mais ta mère ou ton père avant, c'était ci, puis c'était ça. Ben, on est dans un scénario qui est tout à fait nouveau pour tout le monde, où tout le monde apprend en même temps, où on a plus ou moins de modèles. Je pense beaucoup pour les gars. Il n'y a pas de modèle exact de ce qu'on est en train de vivre parce que c'est tout nouveau pour nous. Donc, je pense que cette nouveauté-là, puis ce besoin de se redéfinir, puis d'apprendre là-dedans, il explique en partie pourquoi c'est aussi difficile. Mais il y a aussi le fait qu'il y a tellement d'offres que c'est comme facile de se laisser emporter puis de charger son horaire vraiment beaucoup. Tu sais, moi, je pense juste aux options parascolaires de mes enfants. Ben, il y a 8 options qui les intéressent. Là, ils ont plein d'amis. C'est cool, mais ça fait plein de fêtes d'amis. Fait que qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a beaucoup c'est ça, il y a beaucoup de propositions, puis on a beaucoup le FOMO, là. Fait que tu veux rien manquer, tu veux être partout, tu veux que tes enfants s'épanouissent. Fait que est-ce que tu vas dire, je veux pas qu'ils fassent du taekwondo parce que moi, le jeudi, c'est une grosse journée, je suis fatiguée. T'sais, fait qu'il y a comme cette option-là aussi, puis je pense que ça rejoint beaucoup la santé mentale de faire, tu sais, on veut tout faire, mais quitte à s'épuiser, alors que, hey, le samedi matin, c'est cool aussi d'être à la maison et non pas au cours de natation, là. Fait que c'est des choix. Faut faire des choix, c'est ça que je veux dire. Ouais, puis je suis d'accord. Puis, on est des familles hyper connectées aussi, là, puis je pense que le travail 24/7 est plus vrai qu'avant, là. Avant, tu vois, même s'il y avait à 5 heures le soir, il restait de l'ouvrage à accomplir, tu arrivais chez vous, puis il n'y avait pas de manière de l'accomplir, fait que tout le monde revenait le lendemain, là. Maintenant, il y a toujours la possibilité que après ton deuxième chiffre avec les enfants, tu en fasses un troisième en ouvrant ton ordinateur le soir, là. Ça, c'est une réalité nouvelle qu'on s'impose. Soit on rouvre l'ordinateur ou soit on se sent coupable de ne pas l'avoir fait, là. Fait que je pense que ça, je pense que collectivement, on doit se donner le droit aussi de mettre nos limites puis de baisser la pression un peu. Ben absolument. Puis on parle beaucoup du temps d'écran chez les enfants comme étant une préoccupation parentale, mais je pense qu'on peut se poser aussi la question sur le temps d'écran des parents. Est-ce qu'on est capable de déposer nos cellulaires pour avoir un moment de connexion? Je pense que ça fait partie des enjeux aujourd'hui aussi à garder dans notre collimateur. On va passer à une autre section. Je vais vous proposer en fait des énoncés, puis vous allez me dire à votre avis, mythe ou réalité. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ou pas encore? Ou peut-être que vous allez apporter des nuances aussi à ces mythes et réalités-là parce que ça va toucher notamment la conciliation. Là, on s'entend qu'on a quand même fait du chemin dans les dernières années. Je pense qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui sont sensibles, qui agissent en matière de conciliation, mais ça reste que c'est un défi pour 4 travailleurs sur 10 important, la conciliation. Donc, mythe ou réalité, aujourd'hui, les responsabilités sont bien partagées. Maxime? J'ose croire dans mon positivisme qu'elles sont mieux partagées, puis qu'il y a cette envie-là des pères de s'engager davantage puis de prendre leur place. Cela dit, là où je sens qu'il y a encore un déséquilibre et du chemin à faire, c'est certainement dans les tâches associées aux soins des enfants. Fait qu'on a souvent l'impression qu'il y a une équité parce que maman va s'occuper un peu plus des enfants pendant que papa, des tâches manuelles, s'occupe de la maison. Donc, il y a beaucoup cet équilibre-là. Moi, je lance beaucoup l'appel aux pères de dire amener un équilibre aussi dans les tâches liées aux soins des enfants qui sont des occasions de créer un lien d'attachement sécurisant, qui sont des occasions de s'engager, de développer ses compétences de parent et de se sentir bon comme père. Fait qu'il y a ce déséquilibre-là, il est certainement encore présent. J'ai rien à ajouter. Je trouve que c'est super bien dit. En effet, que c'est mieux qu'avant, mais c'est moins bon que dans le futur. Yes! Et je pense que, tu sais, ce que j'aime souvent rappeler, c'est que des fois, même dans des couples où il y a un partage somme toute équitable des responsabilités familiales,
il y a toujours un deux poids, deux mesures dans les attentes sociales. Moi, Maxime, on aime souvent dire qu'on considère comme normal des mères qui font des choses exceptionnelles et comme exceptionnel des pères qui font des choses normales parfois, mais ce qui fait en sorte que même dans un couple où mettons, tu auras un 50-50, ben souvent la mère va avoir un sentiment de culpabilité de ne pas en faire assez à l'ouvrage puis d'en pas assez en faire pour ses enfants, alors que nous, les papas, on a l'impression d'être la meilleure génération de pères qui a jamais existé, puis d'être bon, puis d'accumuler tout ça, mais il y a un réel sentiment qui est différent. Fait que je pense que la charge mentale dont on parle, elle est réelle sur les tâches, mais elle est aussi sociale. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi rééquilibrer ces attentes-là. En ce moment, ça nous sert bien parfois parce que nous, les attentes sont plus faciles à surpasser, mais je pense pas qu'il faut ramener les attentes qu'on a envers les mères envers les pères. En fait, je pense qu'il faut peut-être les diminuer pour les deux pour arriver à une pression qui est saine, mais ça, je pense que ça joue beaucoup dans la pression plus grande qu'il y a sur les mères en ce moment. Mais tu vois, c'est un truc, ben, peut-être je vais même répondre à ta question avant que tu la poses, Corinne, là, mais moi, dans mon milieu, tu sais, moi, je suis en humour, fait que je pars beaucoup de la maison pour faire des shows. Souvent, je suis à l'extérieur, je suis sur la route. Et le nombre de fois, OK, que je peux être sur un show avec des papas, OK, on est tous des parents, mais c'est moi qui va se faire demander sont où tes enfants. Tu sais, les gars, il n'y a pas de souci, là. Eux, ils sont où tes enfants? Ils sont avec la mère, ils sont à la maison, il n'y a pas de problème. Mais si moi, je ne suis pas à la maison, comme oh my God, sont où mes enfants? Puis à chaque fois, je suis genre, mais avec mon chum, avec leur père, qui est un humain très capable, très, très apte, qui est un excellent papa, qui est présent, qui fait à souper, tu sais, ça va, là. Je suis pas en train d'appeler aux 15 secondes pour faire t'as-tu oublié, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Fait que ça, je pense que c'est un bon exemple de ce que Samuel, tu disais aussi, là, des questions puis des perceptions qui sont pas les mêmes face aux deux parents. Oui. Mais ça c'est encore très présent parce que même si les pères sont de plus en plus engagés, je pense que la mère a encore le chapeau de la représentante de sa famille aussi. Le poids revient sur les mamans quand on pose des questions, quand l'école veut s'informer, au CPE, c'est la même chose, même dans nos réseaux d'amis, tu sais, puis moi, je l'ai le même billet que les autres, là. Je vais avoir tendance à poser une question sur la routine des enfants à mon ami qui est mère plutôt qu'à son conjoint qui est mon ami aussi, alors que les deux ont la même réponse. Là. Comment ça va les dodos chez vous? Les deux ne dorment pas. Mon chum de gars, il est capable de répondre à ça aussi, mais on dirait que il faut se donner cette chance-là de faire de la famille un thème de gars aussi pour décharger un peu les mères qui, depuis toujours, ont le chapeau de chef. Là. Il faut mais aussi je que les pères se pousse sur ce que tu dis, Maxime. Là, un autre exemple, moi, là, c'est toujours l'école qui m'appelle. C'est toujours moi. Toujours, toujours, toujours. Même si à chaque fois qu'il m'appelle, j'ai la discussion de oui, là, il faut vraiment mettre mon chum comme premier répondant parce que moi, je suis sur la route, je suis pas beaucoup là, il est plus disponible, il travaille de la maison. À chaque fois, oui, parfait, c'est fait. Et tu peux être sûr que l'appel suivant, il m'appelle quand même pour faire oui. Puis je suis comme, le notez-vous, s'il vous plaît. Mais non, il note, mais ça s'efface. Il oublie. Ou peut-être qu'il le voit dans leur dossier, puis ils font ça doit être une erreur. Puis ils m'appellent quand même en premier. Mais j'ai vu exactement la même chose de notre côté. Nous aussi, c'est mon conjoint qui est le premier répondant, mais systématiquement, c'est moi qui reçois les appels. Puis je veux souligner qu'on a un CPE avec qui on travaille qui nous ont dit qu'eux autres, ils se sont fait une politique interne, puis ils ont déterminé qu'ils ont des cycles de 2 semaines. Une semaine, si un enfant a quelque chose, c'est maman qui appelle. L'autre semaine, si un enfant a quelque chose, c'est papa qui appelle. De manière systématique. Je trouvais ça vraiment chouette de dire comment nos institutions, les services peuvent eux-mêmes penser à des petites solutions pour favoriser la coparentalité puis le partage de cette charge-là. C'est de la discrimination positive inversée. À un moment donné, pour casser les moules. Puis... Non, mais c'est ça pareil. Il faut que tu appelles, forcer l'appel du père. Puis à la limite, le jour où le père n'aura pas la réponse, il faut qu'il appelle la mère. Il va avoir un sentiment d'incompétence. Puis ça, les gars, on n'aime pas ça pour avoir la réponse. Il faut nous faire vivre ça le plus souvent possible pour qu'à un moment donné, ce partage-là soit plus équitable. C'est super intéressant. On passe à la deuxième affirmation. Avec une bonne organisation, on peut tout concilier. Samuel, t'en penses quoi? Et là là. Moi, Te sachant pas très organisé, j'ai hâte de t'entendre.
Non, mais c'est là que j'allais parce que je pense que pour certaines personnes, puis je pense que ça peut même être l'objet de discussions dans les couples, dans le sens où souvent les personnes n'ont pas la même façon de gérer cette charge mentale et ces responsabilités familiales. Moi, le meilleur exemple que j'ai toujours eu, il y a des familles, puis je les respecte, j'ai pas de jugement là-dessus, mais qui passent leur dimanche à faire du meal prep pour la semaine, tu sais, puis on a déjà eu cette édition-là chez nous. Et pour moi, j'ai horreur de faire ça. Je ne veux pas embarquer là-dedans. J'aime mieux être dans la désorganisation toute la semaine que de sacrifier le beau dimanche que j'ai avec mes enfants à préparer le reste de la semaine. Tu sais. Mais ça, tu sais, je suis sûr que dans plusieurs couples, des fois, il y a des désaccords sur comment on gère notre charge mentale. Moi, un surplus d'organisation, ça m'impose un stress de plus. J'aime mieux le vivre et le traverser quand ça viendra. Tu sais. Fait que je pense que ça aussi, des fois, sans stéréotyper, je pense qu'il y a parfois plus de gars qui sont dans le on va le vivre quand on va le vivre, puis il y a peut-être plus de femmes qui sont dans le prévoyons-le avant. Fait qu'il faut avoir des discussions saines dans les couples sur comment on gère ça. Puis des fois, c'est aussi de dire ça va être dans ta cour, puis gère-les comme tu le veux, puis ça va être dans ma cour, je vais le gérer comme je veux. Parce que si c'est dans la cour des deux, la mère étant plus proactive, elle va le gérer avant que le père le fasse. Là. Fait que je trouve qu'il y a des belles discussions à avoir sur ou l'organisation, mais des fois, on a deux visions de l'organisation qui se valent également. Ça a-tu du sens ce que j'ai dit? Absolument. T'as bien fait ça. Mais oui, moi, je pense qu'on peut être bien, tu sais, on peut être organisé pour tout faire fitter dans une semaine, mais à quel prix? Souvent, c'est ça. Tu sais, bien organisé, on peut en faire 4 activités parascolaires, puis préparer les repas en avance, puis tout le kit, mais après, est où justement l'espace pour juste rien faire, là, ce qui est quelque chose d'important quand même. On l'oublie parce qu'on est beaucoup dans l'action, puis dans faut que ça bouge, faut qu'on ait quelque chose, faut qu'on ait des activités, il faut que. Fait que oui, mais ça serait ma réponse. Vas-y, Max. Vas-y, mais là, on associe beaucoup la bonne organisation à une meilleure conciliation. Moi, j'ai envie de dire qu'une bonne communication mène à une meilleure conciliation. Il faut être capable de s'exprimer, tu sais, puis cette conciliation-là, elle varie d'une fois à l'autre. Tu sais, tout ne peut pas s'organiser, se préparer, se planifier. On a des semaines de travail, on a des niveaux d'énergie qui vont fluctuer. Fait que je pense que communiquer dans un couple, communiquer avec son partenaire, dire hey, j'ai un petit genou à terre, j'ai toute qu'une semaine, puis cette semaine, peux-tu pallier un peu? Fait que cet esprit d'équipe-là, puis cette communication-là au quotidien, c'est ça, je pense, qui permet de mieux concilier chaque semaine, puis chaque moment. C'est intéressant. Je me demandais, est-ce que vous faites une différence entre le partage des tâches puis le partage des responsabilités? Parce que tantôt, on a parlé de charge mentale. Tu sais, Samuel, tu disais, ce bout-là, comme c'est toi qui t'en occupes, je te délègue au complet, sinon maman risque d'être plus proactive. Faites-vous une différence entre les deux concepts? En fait, moi, c'est. Ah, je m'excuse, Samuel, tu veux y aller? Ah, vas-y. C'est Laurie Zéphir, moi, qui m'avait expliqué la différence entre charge mentale et partage des tâches, qui sont deux trucs totalement différents. Fait que, mettons, partage des tâches, c'est on fait les lunchs 50-50, on passe l'aspirateur 50-50, on va au garage 50-50. Tu sais, ça, c'est vraiment des tâches concrètes physiques. Tandis que la charge mentale, c'est vraiment, faut pas oublier de prendre rendez-vous au garage. Faut pas oublier de sortir les vidanges. Faut pas oublier, là, il y a une activité spéciale, fait que ça va prendre un lunch spécial. Là, faut pas oublier, là, faut aller acheter des bottes. Fait que, oui, et mon chum et moi, on va aller acheter des nouvelles bottes. Mais qui est la personne qui a pensé que l'hiver s'en vient, ça va nous prendre des nouvelles bottes, les anciennes font plus, on va les sortir des boîtes, on va. Fait que, tu sais, c'est deux concepts totalement différents. Ah oui, c'est là que c'est là toute la charge mentale, mais c'est là où j'ai pas de solution miracle pour ça, mais moi, je pense qu'à un certain moment donné, il faut parce que les bottes d'hiver, c'est un bon exemple. Il y a pas, je pense que dans bien des couples, la maman va penser aux bottes d'hiver avant le papa, mais il n'y a pas un père monoparental qui va laisser son enfant aller marcher l'hiver, pas de bottes. Là. Il va y penser à un moment donné dans le processus, puis il va acheter des bottes pareilles. Mais, c'est là où tu te dis, ben, les bottes d'hiver, c'est dans la cour de papa, puis il faut que la responsabilité de planification soit partagée aussi. Puis ça prend des discussions parce que sinon, spontanément, c'est souvent, je ne veux pas généraliser, mais c'est souvent quand même les mamans qui sont plus proactives dans la planification. Fait que c'est là où, effectivement, si ta blonde qui te fait penser à tout, tu ne décharges pas. Il faut que tu prennes des responsabilités. Il y a un climat de confiance qui est nécessaire aussi. Il faut laisser. À un moment donné, quand quelqu'un lève la main pour prendre une responsabilité, il faut nécessairement que
que je fasse entièrement confiance à ma conjointe que, OK, c'est dans sa cour, tu sais. Parce que si je suis un peu en supervision de sa responsabilité, on se fatigue, on a tous les deux une charge. Alors que s'il y a un climat de confiance, écoute, ça, tu l'as mis dans ma cour, tu n'as pas cette responsabilité d'être en supervision de moi, tu sais. Fait que faisons équipe puis partageons-nous ça, mais effectivement, ça va prendre une confiance entre un et entre l'autre. Samuel t'exprimait souvent l'idée des rapports après des rencontres avec les enseignants, mettons. Moi, ma conjointe, elle veut aller aux rencontres d'enseignants parce qu'elle trouve que je suis pas bon pour résumer la discussion après. Je la comprends tout à fait. Puis à l'inverse, probablement qu'elle, quand elle revient, elle me donne des informations que moi, je ne juge pas pertinentes, mais elle n'a peut-être pas posé des questions que moi, j'aurais jugé nécessaires. Donc, il y a ce boulot où il faut quand même faire équipe, se faire confiance, puis accepter que c'est dans la cour de l'autre, ça ne sera peut-être pas fait exactement comme on l'aurait voulu, mais ça sera fait. Il faut que les mamans acceptent que les enfants soient mal habillés. C'est ça la clé. Ah oui, ça c'est important. On passe à ma troisième affirmation. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On en demande plus aux familles qu'avant. Gabrielle? Oui, je pense que oui, mais ça revient un peu à tout ce que j'ai dit au début, là. On s'attend à ce que tes enfants pratiquent un sport, on s'attend à ce que tes enfants mais là, je disais fête d'amis, mais justement, là, qui reçoivent des amis à la maison, qu'on organise des playdates, qui jouent d'un instrument de musique. Tu sais, ça vient aussi avec l'offre. Il y a plus d'offres, donc on s'attend à ce qu'on en profite plus. Mais les exigences sont plus élevées. Même pour les parents, j'ai l'impression, là, on s'attend à ce que tu fasses tes barres-tendres à la maison. On s'attend à ce que ton alimentation soit super équilibrée. On s'attend à ce que... Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Puis concrètement, personne va venir vérifier chez toi pour cocher tes cases, mais reste que quand tu attends ton enfant au service de garde puis que tu jases avec les autres parents, il y a forcément des « Ah, OK, nous, on fait pas ça. Ah, OK, eux, ils vont au chalet. Ah, OK. » Tu sais, fait que la comparaison, je pense, amène beaucoup d'attentes. Voilà. Je ne sais pas quoi rajouter, je suis 100% d'accord. Mais c'est clair. Puis, mais en même temps, le on en demande plus aux familles. Le on, c'est un peu les familles elles-mêmes. Elle est un peu autogénérée. C'est pas la génération d'avant qui nous demande de faire nos barres-tendres de maison. Puis c'est pas les enfants. Là, c'est les parents entre eux qui s'imposent cette pression-là de comparaison. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est à nous aussi, quand on est brûlé, d'apprendre à laisser aller puis d'apprendre à s'en balancer un petit peu, prêtez-moi l'expression. On valorise, on valorise souvent les gens qui ont des succès professionnels ou qui accomplissent des grandes choses sur le plan personnel ou physique, qui sont des athlètes, ou ce sont des... Valorisons les parents qui font des compromis pour l'équilibre, puis des parents qui décident de ralentir pour leurs enfants, puis qui prennent des... Cet équilibre-là, il est difficile, il est peu valorisé, en fait. Parce qu'il n'est pas concret, il n'est pas tangible comme un demi-marathon ou un nouveau char ou un succès financier ou un succès professionnel, mais il est présent. La tape dans le dos de hey, « je trouve vraiment que tu fais une Moses de bel job de parent. » Je peux le dire à mes chums de gars dont je suis fier, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il résonne un peu aussi, puis qu'on doit se dire qu'on est fiers entre nous. Puis la définition de réussir sa parentalité, elle est différente pour tout le monde aussi. Mais tu vois, moi, c'est la pandémie qui m'a permis de lâcher lousse un peu plus parce que mes enfants ils avaient des horaires de premier ministre, moi inclus là-dedans. On était occupés à la seconde près. Puis on dirait qu'un coup que la pandémie est arrivée puis qu'on n'avait plus rien à faire, ça m'a comme montré que c'était correct aussi de rien faire. Fait que quand après les choses ont repris, ben ils n'ont pas repris, en tout cas dans ma famille, ils n'ont pas repris au rythme où on était avant. Puis ça m'a fait du bien, en fait. Ça tombe bien, il y a l'antavirus qui s'en vient, fait qu'on va peut-être avoir une autre. On va pouvoir s'en remettre. Ça nous en prend un dans 6 ans. S'il vous plaît, non!
Non, non. Mais c'est super intéressant. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher quand même, quand on dit qu'on en demande plus aux familles, de penser aussi à ceux qui cumulent plusieurs chapeaux. C'est notre thématique, bien entendu. Ceux qui sont parents, mais aussi proches aidants en même temps. Des fois, c'est vrai que ça en fait beaucoup quand les responsabilités s'accumulent, quand il faut que tu fasses des démarches pour avoir accès à des services. C'est pas toujours évident. Fait que je trouve ça intéressant qu'on puisse mettre tout ça, oh, j'ai échappé mon grand, en perspective pour se dire, ben, en quelque part, c'est ce que vous mettez de l'avant. On peut aussi faire des choix sur notre horaire, sur nos priorités, sur jusqu'où on va pour ben, se permettre un peu justement d'avoir de l'air pour pouvoir concilier toutes ces responsabilités-là qui, des fois, s'accumulent puis qui font qu'à la fin de la semaine, on a l'impression de ne plus avoir de temps. On va passer maintenant à. Puis on a commencé à en parler, là. On a parlé de communication, entre autres, dans le couple. On veut parler de solutions. On sait que la conciliation, ben, il y a une partie des responsabilités qui reposent sur les individus qui la vivent, mais c'est aussi une responsabilité, nous, du moins, on le présente comme ça, là, la conciliation, c'est une responsabilité partagée où tous les acteurs ont un rôle à jouer, que ce soit le gouvernement, par les lois qui met en place, les différents programmes, par exemple, même la création des centres de la petite enfance, bien que soit pas toujours 100% parfait pour avoir accès à une place, mais quand même, il y avait une intention en arrière de conciliation. Puis il y a des choses qui sont mises en place par le gouvernement. Il y a la collectivité qui offre toutes sortes de services, les villes qui sont engagées, les organismes qui offrent une multitude de services qui aident cette conciliation-là, les employeurs qui répondent à l'appel, qui mettent en place des mesures, qui réfléchissent aux choses. Il y a comme tout un écosystème autour des familles. Je serais curieuse d'entendre, à votre avis, qu'est-ce qui fait vraiment dans tout ça la différence pour aider les gens, aider les familles à naviguer à travers leurs différents chapeaux? Maxime? Mais encore là, moi, je pense qu'il y a plein. C'est la somme de toutes ces petites actions ou plus grandes, là, toutes ces initiatives-là qui nous permettent de continuer d'avancer. Mais je crois beaucoup à la multiplication des modèles. On est en train de voir de plus en plus de parents, puis de familles, puis de pères comme de mères qui réussissent à naviguer là-dedans dans ce nouveau défi-là auquel il n'y avait pas de comparatif avant. Donc, je pense qu'il faut être ce collègue-là qui décide de prendre des congés parentaux alors que c'est moins arrivé souvent dans le passé dans leur équipe de travail, ou ce papa-là qui décide de réduire ses heures de travail ou qui décide de faire d'autres compromis. Donc, j'ai beaucoup une vision de. Je trouve que ça passe beaucoup par l'engagement paternel, mais je suis un petit peu biaisé par le message qu'on martèle souvent, mais évidemment, je suis certain que c'est une des cartes à jouer pour continuer d'avancer. Fait que multiplier les modèles, puis ça, ben, ça passe par plein de petites actions. Ouais, je dirais un peu dans la même direction que toi. En fait, c'est de pas hésiter à utiliser les services en place. Parce que, tu sais, des fois, on ne sait pas qu'est-ce que notre ville, notre village, notre quartier offre, alors qu'il y a plein de ressources si on va un peu chercher. Puis, plus on utilise les ressources, plus les ressources vont se développer. Plus ça se développe, plus le service va être grand. Plus tout le monde va pouvoir en profiter. Si tout le monde en profite, ben ça fait que collectivement, on peut s'élever, puis on peut partager, puis on peut apprendre des expériences des autres. Tu sais, moi, je sais que dans mon quartier, il y a un super bel organisme que j'ai fréquenté avec mon premier bébé. Puis j'en ai parlé autour de moi. Et il y a plein de mamans de mon quartier qui ne savaient pas que ça existait et qui ont par la suite fréquenté ce même organisme-là. Fait que je pense, puis ça rejoint un peu ce que tu disais, Maxime, de prendre le congé parental, mais des fois, il y en a qui ne savent même pas que ça se partage ou qui ne savent pas que tu as droit à X nombre de semaines. Fait qu'il faut comme pas hésiter d'aller chercher ou même de poser des questions ou même de le souligner. Genre, hey, ça serait cool que, je dis n'importe quoi, là, mais les vendredis, on finisse plus tôt ou qu'il y ait une journée à amener vos enfants au travail. Tu sais, je sais pas, là, mais de pas hésiter non plus à soumettre des idées puis des propositions parce qu'on sait jamais comment ça peut s'implanter aussi. Corinne, tu as parlé de grandes politiques publiques qui ont changé les choses. Tu as parlé des CPE, il y a eu le RQAP en 2006, mais le RQAP a 20 ans, puis me permet de dire quand même qu'on pourrait avoir une réflexion 20 ans plus tard sur comment on fait pour bonifier ce régime-là pour que le Québec soit encore à l'avant-garde.
Je pense que le réseau a sorti pour ça, mais tu sais, le congé de paternité réservé exclusivement aux pères, c'était une mesure inédite en Amérique du Nord quand on l'a créé, puis les pères ont répondu à l'appel, puis les pères prennent massivement ce congé-là quand il leur est dédié. Mais sur les semaines partageables, il y a juste le tiers des pères qui en prennent environ parce qu'on considère que c'est à la maman. Il y avait des surplus dans la caisse du RQAP, puis il y a une élection qui s'en vient. Moi, je pense que d'étirer le congé de paternité à 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y a des pays qui le font ailleurs. Ça pourrait faire une énorme différence. Puis là, on n'a pas besoin de créer un nouveau ministère, puis une nouvelle agence ou quoi que ce soit. Là, on a juste besoin de prendre des sommes qui sont là, puis de les offrir aux pères. Toutes les études le démontrent. Les pères qui prennent des longs congés parentaux vont s'impliquer davantage à long terme, vont bâtir des relations dans lesquelles il y a plus d'équité dans le couple. Ça va décharger les mères, puis ça va permettre aux pères de vivre pleinement leur paternité. Fait que je pense que c'est une politique publique simple à mettre en œuvre, qui ne nécessiterait pas de hausse de taxes et d'impôts. Fait que s'il y a des gens dans la salle qui nous écoutent qui se présentent en octobre, je pense que ce serait une belle idée à mettre dans votre plateforme. Mais je pense qu'elle est simple, puis c'est une politique qui sert les mères, qui sert les pères, qui sert les enfants, ça sert tout le monde. Je pense qu'on est rendu là. Le Québec, on s'est toujours dit qu'on était le paradis des familles, puis on avait les meilleures politiques familiales au monde. On se fait rattraper, ben, peut-être qu'on pourrait faire le pas supplémentaire en 2026. Absolument. Puis effectivement, le réseau, on est sorti là-dessus il n'y a pas si longtemps là, parce que il y avait des surplus dans la caisse. Finalement, on a réduit les cotisations des employeurs, alors comme tu le dis, qu'on pourrait faire beaucoup plus. On est plusieurs partenaires à être mobilisés puis à être tous d'accord qu'il faudra augmenter les semaines exclusives aux pères parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact. Il y a beaucoup de réseaux qui proposent aussi de mettre en place à même la caisse du RQAP un congé pour deuil pour les pères aussi, dans le cas le deuil périnatal qui présentement a une partie qui soutient les mères, mais il n'y a rien pour les pères, alors que les pères aussi vivent un deuil s'il y a quelque chose qui se passe de malheureux avec la grossesse. Fait que, je pense que c'est des beaux outils sociaux qu'on a. Puis il faut voir comment on peut les exploiter davantage. Malheureusement, on a perdu l'institution qui était dédiée au RQAP, qui s'appelait le Conseil de gestion d'assurance parentale. Il y a eu la loi 7, le projet de loi 7, en fait, qui a aboli le conseil de gestion. C'est maintenant Retraite Québec qui gère le régime. Le réseau, on s'était levé avec nos partenaires pour dire hey, non, il faut garder cette institution-là, famille. Fait qu'effectivement, les élections, c'est peut-être une belle opportunité de ramener ces enjeux-là qui, peut-être des fois, dans notre quotidien de parents, peuvent nous sembler un peu loin de notre réalité, mais qui font quand même toute la différence après ça dans les mesures qu'on est en mesure de déployer, justement, pour soutenir nos familles concrètement. On continue dans les solutions. D'après vous, y a-t-il quelque chose, un truc qu'on ne dit pas assez ou que vous auriez, vous autres, dans vos vies, aimé savoir plus tôt? Ah, c'est bon comme question. Ben, moi, je ne l'ai pas lancé à personne, mais oui, vas-y, Gabrielle. Non, mais j'allais dire de demander de l'aide. Que c'est pas gênant de demander de l'aide. C'est correct que tu sois pas capable de tout faire. C'est correct que tu aies besoin d'un coup de main. C'est correct. Tu sais, puis je parle de l'aide autant, mettons, à la maison, autant avec les enfants, tu sais, de l'aide physique, mais de l'aide psychologique aussi, là, puis que ce soit avec un professionnel de la santé ou que ce soit avec tes amis, là, de « Hey, c'est rough en ce moment avec mon bébé, c'est dur en ce moment avec mon chum. » C'est dur, tu sais, de ne pas hésiter de faire « Hey, aidez-moi donc, là, j'ai de la misère, je sais pas, c'est pas rose comme je pensais que ce serait. » Fait que aidez-moi. Mais autant physique que psychologique, je pense qu'il ne faut pas être gêné. Parce qu'on est encore gêné, on a peur de déranger. Ah, mais tout le monde a ses propres problèmes. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, qu'est-ce que. Tu sais. Fait que tout mettre ça de côté, puis pas hésiter à aller cogner aux différentes portes quand on en a besoin. Puis tellement, puis j'espère que ça résonne chez les papas, entre autres. Je trouve tellement que les gars, c'est long avant qu'on demande de l'aide. C'est souvent trop long, en fait. Là. Les pères, on a peur de ça, la vulnérabilité, puis le sentiment d'incompétence. Fait que souvent, on va attendre que la boule dans le ventre soit ben trop grosse avant d'aller demander de l'aide. Puis il faut absolument lever la main. Il faut être là un pour l'autre. Tu sais,
après avoir vécu la petite enfance, puis tous ces défis-là d'avoir un bébé à la maison, je me sens beaucoup plus sensible puis ouvert à discuter de ça avec les gens de mon milieu qui sont en train de le vivre. Je pense qu'il faut le vivre un peu pour développer cette sensibilité-là de dire OK, c'est vraiment dur. Même quand c'est merveilleux, même quand c'est fantastique, même quand tout va bien puis c'est difficile ce bout-là. Fait que soyons là un pour l'autre, soyons l'ami qu'on veut être, le frère, le collègue. Il y a quelque chose dans la collectivité où on peut tous être là un peu puis s'entraider aussi. Mhm. C'est ton tour, Samuel. Il faut que tu ajoutes quelque chose. Le troisième, c'est plus dur. Le troisième, mais non, j'en ai. Le conseil que je me donnerais et que je donnerais à tous les parents, c'est mettez vos limites. Parce qu'il y a de plus en plus de belles mesures de conciliation famille-travail dans les organisations, mais souvent, il y a quand même un bout qui appartient aux individus parce que la job, il va toujours en avoir. Puis, posez-vous la question, c'est quoi le modèle que je veux bâtir? Parce que si vous êtes le pied sur le gaz, vous faites 60 heures par semaine pendant 15 ans, à un moment donné, c'est difficile de revenir en arrière puis de revirer ça. Fait que fixez vos propres limites, osez dire non, osez mettre votre famille de l'avant puis dire hey, je peux pas, j'ai un rendez-vous avec mes enfants. Ben moi, les rendez-vous avant cette heure-là, je suis sur le chemin de l'école, ça ne fonctionne pas. Et je le dis, puis là, je ne veux pas mansplainer personne, mais j'ai envie de le dire, les mères, osez mettre vos limites parce que souvent, je réalise par un drôle de revirement de situation où les gars moi, j'ai pas de misère à mettre de l'avant mes enfants parce que pour des raisons professionnelles, je dois m'absenter, quoi que ce soit, mais je constate qu'il y a parfois des mères qui, ne voulant pas avoir l'air de la mère qui doit ralentir professionnellement, vont hésiter à servir de la famille comme des excuses, puis vont avoir de la difficulté à mettre leurs limites. Fait que, bref, je pense qu'il faut collectivement qu'on soit capable de. Oh, il y a non, mais j'allais juste dire, mais inversement, ça ne rejoint pas un peu qu'est-ce qu'on disait de justement de se faire sentir. Oui, là, une maman qui a de la misère à mettre ses limites, mais est-ce que inversement, c'est pas parce qu'on va y faire sentir mal de vouloir prioriser sa famille? Mais là, tu as dit que tu voulais travailler, mais là, tu veux-tu vraiment travailler? Mais là, est-ce que tes enfants t'empêchent de travailler? Peut-être qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre pour travailler à ta place. Fait que, tu sais, oui, je pense, ce désir de pas donner l'impression que ta famille t'empêche de travailler, mais inversement, il y a aussi le regard extérieur de mais là, ta famille t'empêche de travailler. Fait que c'est comme dur à naviguer. Non, c'est clair. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a juste des fois, il y a un drôle de revirement de situation où les gars, on se fait taper dans le dos parce qu'on est des bons papas qui vont chercher leurs enfants à la garderie. Puis c'est comme si on ne reconnaît plus les mères. En tout cas, bref. Je trouve qu'il y a un défi aujourd'hui d'équilibre. Puis c'est le clin d'œil va aussi aux employeurs, hein, puis aux collègues ou aux clients. C'est quoi cette histoire-là des rencontres à 5 heures? Puis à un moment donné, on est tous du monde avec des enfants. 4h45 un meeting, c'est épouvantable. Là. Mes enfants sont à l'école primaire. Nécessairement, si j'ai un meeting à cette heure-là, il faut que je transfère des responsabilités à ma collègue, à ma conjointe, parce que on peut-tu s'aider un peu aussi puis travailler ses heures ouvrables? En tout cas, ça, c'est un cri du cœur. C'est un beau débat. Puis on a d'ailleurs, nous autres, quand on accompagne des organisations qui mettent en place des mesures de conciliation famille-travail, les horaires de réunion adaptés, ça fait partie des mesures qu'on propose de mettre de l'avant, justement. Pourquoi pas dire que tes meetings, ça va être entre 9 et 4, par exemple? Il me semble que c'est quand même raisonnable. Puis à l'extérieur de ça, tu as plein d'autres travails que tu peux faire sans nécessairement être en meeting puis accaparer les autres. Fait que nous, de notre côté, c'est ce qu'on essaie de mettre. Même des fois, nos horaires sont encore un petit peu plus réduits pour nos rencontres de groupe parce qu'on veut laisser cette flexibilité-là. Fait que oui, c'est possible de faire un statement que chez nous, les meetings, ça va être entre 9h et 4h. That's it, là. Puis je trouve ça intéressant aussi de vous entendre dire, il faut que les papas le nomment en organisation. Est-ce que vous pensez que les gars sont gênés des fois de faire des demandes ou ça commence à changer? Je pense que les gars sont gênés. Sur les congés parentaux, on en parlait tantôt. Puis je pense que ça dépend des organisations. Souvent, ça prend des pionniers, des précurseurs. Puis à un moment donné, il y a un effet du balancier. Là. Si ça fait 10 gars dans la boîte qui prennent des longs congés parentaux, ben le 11e se sent très légitimé de le faire. Là. Fait que, c'est là où je dis des fois, soignez ces pionniers-là dans votre organisation. Puis nommez vos responsabilités familiales. Vous le faites pour vous, mais vous le faites pour vos collègues aussi. Là. Fait que c'est là où
puis moi, je suis dans une organisation, je travaille dans une agence de communication, on est à majorité féminine, puis les valeurs de conciliation famille-travail, c'est très imprégné chez TACT, mais tu sais, je travaillais dans une shop où il y a juste des gars, ça se peut que je me sentirais moins légitime de nommer mes enfants et de nommer mes responsabilités familiales. Fait que c'est sûr que ça doit dépendre des milieux, mais je pense que partout, ça prend des précurseurs, puis ça part de l'organisation, mais des collègues aussi qui ne jugent pas le papa qui prend soin de ses enfants. Puis comment vous pensez, c'était pas dans mes questions, mais comment vous pensez qu'on peut contribuer à faire évoluer ces mentalités-là en organisation ou la culture de l'organisation? Là, déjà, on a nommé d'avoir des précurseurs. À votre avis, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Moi, j'ose penser, entre autres, que présentement, les gestionnaires puis les décideurs des organisations, tranquillement, ils vont sortir de cette dynamique de famille. Tu sais, ça va être des gens qui ont 25, 35, 40 ans. Les pères et les mères vont être des gens qui vont avoir vécu ces défis-là, qui vont être plus sensibles à ceux-là de leur organisation. Là. Tu sais, des fois, il y a un clash générationnel, des fois, dans les prises de décision et les équipes de travail. Moi, j'aime rappeler aussi à chaque fois que un parent qui se sent compétent dans sa famille, les statistiques le disent, qui ont plus d'équilibre, qui sont plus engagés dans leur famille, sont plus performants au travail. Il y a vraiment quelque chose, il y a une association directe entre se sentir bon et bien à la maison et être performant en dehors de la maison. Fait que donnons-nous toutes les chances d'avoir ce sentiment de confiance et de compétence à l'extérieur, puis les organisations vont en bénéficier. Il y a ça là-dedans aussi, mais il faut y croire, tu sais. Super. On parlait tantôt, Gabrielle, tu l'as nommé, il faut être capable de demander de l'aide. À votre avis, pourquoi on ne le fait pas encore? Puis particulièrement les gars, peut-être, c'est la stigmatisation, c'est parce que les ressources, il y en a qui existent, sont des fois cachées, il faut bien les trouver, mais il y en a des ressources qui existent, fait que pourquoi on ne demande pas d'aide? Je pense que ça revient un peu, je pense que c'est Samuel que tu disais tantôt, tu sais, que la vulnérabilité, pour les gars, je pense, c'est qu'ils n'en montrent pas beaucoup. Des fois, c'est associé vulnérabilité, échec. Fait qu'il y a ce sentiment, des fois, de honte qui peut venir avec, de, tu sais, puis moi, j'avais parlé pour moi, là, avec mes bébés, le moment où j'aurais eu besoin le plus d'aide, ce qui me trottait dans la tête, c'était comment ça, je suis pas capable toute seule. Comment ça, je suis pas capable toute seule? C'est mon bébé, c'est ma famille, je devrais être capable toute seule, c'est moi sa mère. Tu sais, fait il y a, je pense, nous-mêmes qui nous mettons des limites, mais un coup qu'on réussit à passer par-dessus, mais tu te rends compte que, my God, c'est beaucoup plus facile quand tu as demandé de l'aide, puis quand tu as des gens qui peuvent t'appuyer. Puis comme tu disais un peu, Maxime, des gens qui sont déjà passés par là, puis qui peuvent te rassurer en faisant « Hey, c'est correct, c'est normal, c'est pas grave, ça va passer ». Toutes ces choses-là que tu as besoin d'entendre quand tu as une famille, justement, puis que ça peut être tough par moment. Pas dire de plus. Mais c'est sûr que, tu sais, nous, on a collaboré avec le Centre de ressources pour hommes Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils nous le disaient tout le temps, tu sais, on a un défi à rejoindre les pères. Les pères vont attendre beaucoup trop longtemps. Les pères et les hommes vont attendre beaucoup trop longtemps avant de demander de l'aide, vont attendre l'allégorie du chêne. Un chêne, ça ne plie pas, ça casse. Là. Fait qu'à un moment donné, quand tu attends trop longtemps, puis tu parlais de l'échec, Gabriel, souvent, c'est le refus de se montrer vulnérable qui te mène dans un échec. Parce que quand tu te permets d'être vulnérable, tu te permets des erreurs, tu te permets de t'ouvrir, de nommer ce que tu vis, tu vas éviter des échecs au final. Quand tu gardes tout en dedans, il y a encore plein de gars qui sont. Puis, moi, le projet Nouveau Père nous a amené, moi et Max, à mettre bien des mots sur ce qu'on vit. Là. Puis à un moment donné, quand tu mets des mots sur ce que tu vis, tu le comprends beaucoup mieux. Là, mais il y a encore beaucoup de gars, effectivement, qui n'ont pas cet entourage-là ou qui n'ont pas développé ce réflexe-là. Là. La vulnérabilité, c'est un chemin qui se tape, c'est une traite qui se tape. Et que si tu y vas plus souvent, à un moment donné, ça devient plus confortable aussi. Moi, je pleure tout le temps à ça, ça me fait du bien. C'est sûr que ça vient, entre autres, cette incapacité ou ce défi qu'on a à exprimer nos émotions, les gars. Ça vient de ça. C'est un muscle qui se pratique
parlons-nous quand ça va bien, puis ça va être plus dur de se parler quand ça va moins bien. On est tellement bon pour se jaser de la séquence de New Hook, mais on n'est pas bon pour se parler de comment ça va de ce temps-là. Tu sais, ta conjointe était fatiguée, toi, t'es pas venu la semaine passée. Dis-le moi s'il y a quelque chose, je suis là, je suis fier de toi. C'est des phrases qu'on se dit pas en go, qu'on se dit pas assez. Fait que je pense que ça nous aiderait justement à ne pas se ramener à la grosse boule dans le ventre au bout de quelques mois ou quelques années si à chaque jour on dénouait un peu les petits bobos et les petites boules qu'on a dans le ventre. C'est intéressant, puis ça fait du pouce aussi avec un de nos partenaires, le regroupement pour la valorisation de la paternité, qui avait mené une enquête sur les contextes de séparation conjugale, puis qui montrait que les papas en contexte de séparation vivaient vraiment beaucoup de détresse psychologique, puis qui étaient peu nommés. Fait que j'ai envie de dire que s'il y a un pas qu'on peut faire collectivement aussi, c'est d'être attentif peut-être à ces situations-là, puis d'aller ouvrir la porte avec nos amis, nos collègues, oui, papa, parce qu'ils ont peut-être des fois ce petit défi de plus à exprimer les émotions, mais aussi avec nos collègues féminines ou nos amis, quand on sait qu'il y a des situations particulières qui sont vécues, je pense que d'ouvrir la porte, comme tu disais, Maxime, sur une vraie discussion, ça peut faire la différence. Fait qu'on a à la portée des moyens aussi, je pense, pour aider les autres. Ça ne veut pas dire d'être leur pilier sur tout, mais pourquoi pas, maintenant qu'on en a parlé et qu'on sait qu'il existe des ressources, les référer quand c'est le bon moment, puis les amener à consulter ces ressources-là. Pour terminer, si vous aviez une espèce de rêve ou une baguette magique, c'est quoi la pièce de puzzle qu'on pourrait ajouter pour faciliter la navigation dans la vie des familles, le fait de porter plusieurs chapeaux? On rêve, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, Samuel? Je n'ai pas de baguette magique, mais quelque chose. Là, je vais parler au père là, parce que c'est notre créneau, là, mais souvent, ce qu'on aime rappeler, puis Max en a parlé un peu tantôt, c'est que dans les multiples chapeaux, je pense qu'il y a le chapeau du pourvoyeur, généralement, les pères le pognent assez vite, mais pogner le chapeau du papa, du donneur de soins et de l'éducateur. Souvent, je trouve qu'on vend ça aux pères comme une responsabilité qu'ils doivent à leur conjoint. Là. Implique-toi pour décharger ta blonde, puis c'est vrai, là, ça fait partie ça fait partie de l'équation, mais implique-toi pour toi-même aussi parce que intrinsèquement, porter ce chapeau-là de papa, il va te rendre heureux. Là. Fait que, je pense que d'avoir un équilibre dans les familles, ça allège la charge des mères, mais ça rend les gars plus heureux aussi, puis ça évite bien des problèmes aussi. Fait que j'aime qu'on vende ça positivement aux gars en disant, c'est le nouveau modèle égalitaire, là, puis le chemin vers l'égalité homme-femme, il n'est pas juste bon pour les femmes, il est bon pour nous autres aussi parce que je pense qu'on profite bien plus de la vie aujourd'hui qu'on pouvait le faire il y a 40 ans quand on n'avait pas de congés parentaux et qu'on n'était pas souvent à la maison. Ouais, c'était beau ça. Mais c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose de le fun, tu sais, de pouvoir partager cette parentalité-là. Pas juste, tu sais, mettons, de dire à mon chum, ah, c'était beau aujourd'hui au cours de whatever que j'ai assisté, les gars, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tu sais, que mon chum puisse être présent aussi dans ces moments-là, puis qu'ensemble, on puisse être fiers à deux, tu sais, ou même quand on va au parc, là, qu'ensemble, on puisse boire notre café au parc, les deux. Alors que, tu sais, avant, comme tu disais, ça retombait peut-être sur de vivre ces moments-là à deux. Il y a quelque chose de le fun et pour le parent, mais et pour le couple et la complicité et la communication et tu sais, plus tu es présent, évidemment, là, plus le lien est fort, mais autant pour tes enfants que pour la personne avec qui tu partages ta vie. Fait que je pense qu'il y a tout ça. Puis je rajouterais, moi, que tout le monde sache que c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave si tu manques un cours de natation, c'est pas grave si une journée, le repas, c'est des chips puis un gruau, c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas... Il n'y a rien qui est grave en bout de ligne. Il n'y a rien qui est grave. Tant que tu es là puis que tu fais de ton mieux d'aujourd'hui, c'est pas ton mieux de demain, là. Fait que c'est pas grave. Non. C'est tellement vrai. Un peu de bienveillance entre nous et pour nous-mêmes, là. Puis, je ne sais pas quelle pièce, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis moi, je suis foncièrement positif sur
un peu plus tôt, Gabriel a dit moins qu'hier, plus que demain, ou l'inverse. On s'inscrit vraiment dans une il y a quelque chose qui se passe présentement, puis il y en a vraiment une transformation du modèle, un désir des parents d'arriver vers quelque chose de plus égalitaire, puis de trouver ce bonheur-là, puis cet équilibre-là, puis de s'éloigner d'un modèle plus traditionnel où il y avait des limites de rêve parfois. Moi, toutes les actions qu'on fait, Samuel et moi, depuis 8 ans, j'espère que mes enfants, quand ils vont avoir la chance d'être parents à leur tour, ils disent c'est complètement dépassé. Vous étiez pourquoi ils vous invitaient à des webinaires, les gars, vous disiez des affaires tellement comme intégrées aujourd'hui, mais je suis comme à l'époque, il fallait le dire. Donc, je veux absolument qu'on soit dépassé le plus tôt possible. Hey, c'est un beau rêve, ça. Merci beau, ça. pour vos partages. C'était vraiment super. Moi, ce que je retiens de notre discussion pour conclure, c'est l'importance de la communication pour pouvoir vivre une belle coparentalité. Notamment, je pense que c'est une clé importante. Savoir aller chercher des ressources quand c'est le bon moment, pas avoir peur de faire ça. De ne pas hésiter d'être un modèle dans son milieu, de mettre ses limites aussi quand c'est nécessaire. Puis, je note aussi de tempérer les attentes qu'on peut avoir envers nous-mêmes puis envers notre famille. Je pense qu'avec ça, on a déjà des belles clés. Ma collègue va vous mettre dans le clavardage un lien vers un répertoire de ressources gratuites et communautaires qu'on a bâti au fil du temps. Vous allez pouvoir, si vous avez besoin d'aide ou si vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide, aller sur la plateforme, faire des recherches. Il y a des filtres à partir des différentes réalités familiales, de l'aide pour les parents, les ados, les personnes proches aidantes. Fait que c'est vraiment un répertoire intéressant quand on a besoin d'un petit coup de pouce. Puis des fois, savez-vous, moi, je trouve que c'est le fun de savoir c'est quoi les ressources autour de nous avant d'avoir un problème, avant de vivre un enjeu. Fait que peut-être que c'est le défi qu'on peut se lancer aujourd'hui en terminant. Allez voir les organismes autour de vous, autour de chez vous, les services qui se donnent, qui sont offerts. Peut-être que vous allez faire des belles découvertes. Un gros merci, Maxime, Samuel, Gabriel, pour la discussion d'aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné pour les participants qui étaient avec nous aujourd'hui, mais pour moi, en tout cas, certainement, ça a beaucoup résonné. Merci énormément pour votre participation. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Corinne. Bonne semaine de la famille.